Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on a eu la GDC, et à la GDC, il y a plusieurs infos qui sont passées. J'attendais un petit peu de voir ce que ça allait donner au niveau des annonces qui me paraissaient le plus intéressantes. On va faire une vidéo aujourd'hui sur le FSR 2.0 principalement. On va aussi aborder un petit peu le XISS parce qu'Intel a laissé passer quelques petites infos aussi. Bref, allons-y, c'est parti. Alors, AMD nous a présenté du coup le FSR 2.0 lors de la GDC, on en avait déjà parlé un petit peu avant, puisqu'on avait eu quelques petites fuites sur le fonctionnement dans l'ensemble du FSR 2.0, ça permettait déjà de se faire une petite idée de ce qu'on allait potentiellement avoir. Et donc maintenant, on sait vraiment plus ou moins à quoi s'attendre. Alors on attendra d'en savoir plus, particulièrement sur les images en mouvement. On a une petite vidéo de la part d'AMD, mais c'est pas forcément significatif de ce qu'on aura une fois que ce sera sorti. Il faudra attendre d'avoir ça en face de nous pour vraiment se faire une idée de la qualité d'image et s'il y a vraiment des problèmes en fait avec celui-ci. Alors après, je tiens aussi à rappeler quelque chose au niveau de l'upscaling, que ce soit le FSR 1.0, 2.0, le DLSS, le XISS, enfin peu importe quel upscaling on utilise, il faut quand même garder à l'esprit que généralement il y a une perte de qualité d'image pour avoir un gain au niveau performance, et le but de ces différentes technologies, c'est d'essayer de gommer cette perte de qualité d'image, mais pour l'instant on n'a aucune solution qui est parfaite. On a toujours une perte de qualité d'image quand on utilise de l'upscaling. Donc que vous soyez sensible ou pas à la différence visuelle de ces différentes solutions, ça ne veut pas dire que c'est magique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une contrepartie. Il faut bien comprendre que l'upscaling, c'est utiliser une image de plus basse résolution pour vous l'amener dans votre résolution native avec plus ou moins de succès. Donc tous ces upscaling sont le moins visibles, je dirais, quand on l'utilise pour upscaler en 4K à partir d'une image en 1440p ou un petit peu supérieure. C'est évidemment dans ces conditions les plus idéales que l'upscaling sera le plus transparent entre guillemets, puisque tout simplement l'image de base, elle a plus de détails que si on utilise du 720p pour upscaler en 1080p par exemple. Donc l'upscaling c'est très bien, ça permet de gagner en performance tout en ayant une perte de qualité d'image plutôt modéré, particulièrement en 4K. Par contre, au plus on descend, au plus la différence est visible. Enfin bref, on va faire un petit topo sur les différences entre le FSR 1.0 et 2.0 pour comprendre vraiment comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut apporter en plus. Donc, le FSR 1.0, c'est un upscaling dit spatial. Il utilise l'image telle qu'elle est donnée par un jeu, et en gros, pour simplifier au maximum, ça applique différents filtres qui permettent d'avoir une image proche du natif, particulièrement quand on l'utilise pour upscaler en 4K en mode ultra qualité. Alors après, le plus grand souci du FSR 1.0, c'est que comme il utilise l'image telle qu'elle est fournie, sans apporter vraiment de reconstruction ou quoi que ce soit, ça amplifie en quelque sorte les qualités de l'image, mais aussi ses défauts. Donc tout ce qui est scintillement et compagnie, ça peut se voir très facilement, ça peut apparaître c'est beaucoup plus dérangeant quand on va utiliser le FSR que quand on va jouer en natif. Donc le FSR 1.0 dans les très hautes résolutions, c'est plutôt pas mal. Par contre, dès qu'on va passer pour de l'upscaling en 1080p ou même en 1440p, la différence de qualité d'image se fait beaucoup plus ressentir, particulièrement sur les petits objets qu'on voit au loin dans une image. Évidemment, tout ce qui se passe en premier plan est beaucoup moins impacté que les petits détails au loin dans une image. Donc dans les plus basses résolutions, l'image est forcément moins bonne, il y a moins de détails de base sur l'image que sur une image en plus haute résolution, et donc comme avec le FSR 1.0 on ne peut pas réinventer quoi que ce soit, l'upscaling est forcément beaucoup moins bon qu'à plus haute résolution. Alors le gros avantage de cette approche, c'est que techniquement ça peut fonctionner sur quasiment n'importe quel matos, que ce soit du AMD, du Nvidia ou du Intel, et sur des générations assez anciennes aussi. Ce FSR 1.0, sa très grande force, c'est qu'il est du coup très ouvert. L'impact sur les performances est également minime, puisqu'il n'y a pas vraiment de calcul à faire pour ce FSR 1.0. C'est assez transparent dans l'ensemble. Et un des autres gros avantages du FSR 1.0, il est aussi très simple à implémenter dans les jeux, dans les moteurs, puisque on l'avait vu au moment du lancement du FSR, certains développeurs, même tout petits, avaient pu implémenter le FSR dans leur jeu en seulement quelques heures.
ce qui était là aussi quelque chose de vraiment hyper pratique. Donc bref, le FSR 1.0, sa plus grande force en fait, c'était sa simplicité, et c'était aussi quelque part sa plus grande faiblesse, puisque comme c'était un upscaling plutôt simple, au niveau du rendu final, c'était pas le meilleur non plus. Et donc tout ça, ça nous amène au FSR 2.0, qui est un changement assez radical au niveau technologique par rapport au FSR 1.0, puisqu'on a vu que le FSR 1.0 c'est un upscaling dit spatial, qui utilise une image simplement pour l'upscaler dans une résolution supérieure, là où le FSR 2.0 aura une approche dite temporelle, on va appeler ça le temporal, on va utiliser le mot anglais, qui est une approche assez similaire à ce que propose Nvidia avec son DLSS ou le futur XeSS d'Intel, mais aussi parfois on a ce type de solution directement dans les moteurs de jeu. Par exemple, on sait que sur l'Unreal Engine 5 tout particulièrement, on aura aussi le TSR directement dans le moteur du jeu, qui est le Temporal Super Résolution, qui est basé lui aussi sur un upscaling dit temporal. Donc le temporal upscaling, ça permet d'utiliser la frame actuelle, comme le FSR 1.0, la dernière frame en date, mais le FSR 2.0, du coup, va aussi aller chercher d'autres informations, comme les frames précédentes, et également les motion vectors, et aussi quelques autres trucs au niveau de la couleur et compagnie. Donc bref, pour reconstruire l'image, ça va prendre en compte beaucoup plus d'éléments que ne le faisait le FSR 1.0. Et tous ces éléments en plus, ça permet d'avoir une certaine justesse dans l'image reconstruite, une certaine qualité qui était perdue avec un upscaling spatial comme celui du FSR 1.0. Donc en général, on perd moins en qualité d'image, et même à plus basse résolution, ça sera certes souvent moins bien qu'en natif, mais on conserve plus de détails qu'avec un upscaling spatial, puisqu'ici on cherche à reconstruire l'image avec plus d'infos et de détails, là où l'upscaling spatial ne faisait que amplifier les défauts. Donc le temporal upscaling, ça n'a pas que des avantages, malgré tout il y a aussi quelques inconvénients. Donc il a un coût plus élevé en ressources que l'upscaling spatial, c'est plus complexe, donc ça a un coût matériel plus élevé, donc le gain potentiel en FPS total est un peu moins élevé. Il demande aussi plus de boulot pour son ajout dans les jeux ou dans les moteurs de la part des développeurs. C'est pas aussi simple que le FSR 1.0, loin de là. Et le temporal upscaling, ça apporte aussi parfois quelques bugs, quelques artefacts, on va dire, d'affichage dans le résultat final. On l'avait vu par exemple avec Cyberpunk au moment de sa sortie avec le DLSS. Dans l'ensemble, c'était très propre, mais on avait par exemple pas mal de ghosting, par exemple avec les phares à l'arrière de la bagnole, ça c'est une petite traînée, et on avait aussi par exemple des barrières qui se déformaient, ce genre de choses. Et au niveau des particules, à l'écran c'est pareil, c'est aussi une des grosses faiblesses de ce type d'upscaling, ça peut dénaturer un peu certains effets. C'est généralement pas dramatique, ça a souvent été corrigé, mais malgré tout, ça reste quelques faiblesses de ce type d'upscaling, et on ne sait pas encore comment le FSR 2.0 va gérer tout ça. C'est un petit peu la grande question actuellement, et on n'a pas encore de preuves que ce sera bien fait. Donc bref, dans l'ensemble, de ce qu'on a vu déjà, et de ce que l'on peut attendre généralement de ce type d'upscaling, en toute logique, le FSR 2.0 au niveau qualité d'image devrait être supérieur au 1.0. La grosse différence de ce FSR 2.0 par rapport au DLSS ou au XeSS, c'est que ce FSR 2.0 ne demande pas d'avoir accès à des unités dédiées au machine learning sur la puce. Par exemple, le DLSS d'NVIDIA demande d'avoir des Tensor Core pour fonctionner sur les GeForce. On sait que chez Intel, le XeSS fonctionnera mieux avec les unités dédiées dans les puces d'Intel, mais le XeSS normalement doit fonctionner aussi sur les GPU des autres marques en faisant appel à un jeu d'instructions dit DP4A qui permet en gros d'utiliser une certaine puissance de calcul pour amoindrir le coût justement de cet upscaling. Et donc le fait de se passer de machine learning entièrement et de ne pas demander d'unité dédiée pour fonctionner, c'est ce qui permettra très certainement à la solution d'AMD d'être la plus compatible, la plus ouverte dans l'ensemble par rapport aux concurrents. Puisque on a vu dans les slides d'AMD que ce FSR 2.0 devrait fonctionner aussi avec par exemple Polaris, qui est l'architecture qui est équipée des RX 400, 500, et ça doit aussi fonctionner avec Pascal d'NVIDIA, qui est la génération 1000, et il n'y a rien qui dit que ça ne fonctionne pas non plus avec la génération 900. Ça
pourrait passer, on verra bien. Et c'est une différence avec le XeSS d'Intel, puisque le DP4A, hein, ce n'est pas présent par exemple sur Polaris, c'est présent sur Pascal. Du coup, ça veut dire potentiellement hein, que le FSR 2.0 sera compatible avec plus de matos que le XeSS. Donc ce FSR 2.0 d'AMD hein, se passe complètement de la case Machine Learning pour se concentrer, lui, sur différents algorithmes. Alors AMD hein, dit que de passer par des algorithmes plutôt que par du Machine Learning, ça permet plus de contrôle sur certains aspects et que ça faciliterait également l'optimisation de ce FSR. On ne sait pas encore si ça se vérifiera ou pas, hein, mais le plus gros bénéfice évidemment, hein, c'est que ce FSR 2.0 sera vraiment ouvert à énormément de GPU, mais aussi aux différentes consoles. Enfin bref, son utilisation pourrait être beaucoup plus large que le DLSS par exemple. Et ça, hein, pour AMD, c'est tout bénef. Hein. Avoir un FSR 2.0 qui peut fonctionner sur la majorité du parc de GPU pour PC, mais aussi sur les consoles. On sait que Microsoft est déjà de la partie. Il n'y a aucune raison que ça ne pourrait pas fonctionner sur la PlayStation 5 non plus. Et ça pourrait aussi potentiellement fonctionner par exemple sur la Switch, qui en aurait plutôt bien besoin. Encore une fois, hein, la plus grande inconnue, ce sera la différence au niveau de la qualité d'image, puisqu'on ne sait pas encore hein, qui tirera le plus son épingle du jeu, et il va falloir attendre d'en savoir plus, hein, que ce soit de la part d'AMD ou d'Intel, puisque comparer une solution d'upscaling temporal avec des screenshots, c'est pas forcément évident, hein, puisque la différence la plus notable se fera en mouvement. Alors la vidéo d'AMD sur le sujet, hein, sur Deathloop, ça permet de se faire une petite idée, et ça a l'air plutôt propre dans l'ensemble, mais il va falloir quand même attendre d'en savoir plus, hein. Malgré tout c'est encourageant, tout en sachant que la techno peut elle aussi évoluer, hein, tout comme le DLSS d'NVIDIA qui a connu diverses évolutions, et qui continue d'évoluer lui aussi. Après, un autre point faible entre guillemets du FSR 2.0, c'est sa facilité d'implémentation, puisqu'on l'a vu précédemment, le FSR 1.0 c'était hyper simple, eh bien le FSR 2.0 c'est quand même un petit peu plus compliqué, ça demande plus de boulot. Donc AMD a fourni quelques estimations de facilité d'implémentation de ce futur FSR dans les jeux, et on voit que ça peut aller de quelques jours à plusieurs semaines hein, selon les cas. Donc par exemple, si un jeu a déjà le DLSS d'implémenter, ajouter le FSR 2.0, ça ne prendrait environ que 3 jours de développement, puisqu'en gros la plupart du boulot a déjà été fait. De l'autre côté, hein, ça peut aller à jusqu'à 1 mois de boulot pour implémenter le FSR. Si un titre par exemple n'a pas de découplage spécifique au niveau affichage, résolution interne, avec les motion vectors. Alors ça je dirais que ça concerne plus les jeux et moteurs un petit peu plus anciens, voire certains titres indépendants, qui n'ont de toute façon pas grand bénéfice à tirer de ce type de technologie. Dans les grandes lignes, hein, le FSR 2.0, je pense, tout comme le 1.0 ou le DLSS, aura très certainement des plugins à rajouter dans les moteurs tels que l'Unreal Engine ou même Unity ou d'autres moteurs, on verra bien, qui permettent d'implémenter ce FSR 2.0 beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Je pense que quand AMD dit que ça peut prendre jusque 1 mois, c'est très certainement pour les titres qui n'ont vraiment aucun travail qui a été fait de ce côté-là. Alors, autre changement notable entre le FSR 1.0 et 2.0, c'est un changement des presets pour faire l'upscaling. On avait les presets Ultra Quality, Quality, Balance, Performance, ce genre de choses. Et bien sur le 2.0, on perd le mode Ultra Quality, et ça se calque plus ou moins sur le DLSS, que ce soit sur le nom ou sur la résolution qui est utilisée pour faire l'upscaling. Un autre point intéressant, c'est qu'AMD laisserait par exemple un plus grand contrôle à l'utilisateur final si les développeurs l'ajoutent au jeu, sur par exemple le sharpening dans les jeux, puisque sur les différentes solutions de scaling, généralement c'est à la discrétion du développeur, et parfois c'est un petit peu trop sharpené, on va dire ça comme ça, et dans d'autres cas, on pourrait en bénéficier un petit peu plus, puisque le sharpening, ça peut apporter une certaine netteté à l'image, entre guillemets, et il y a certaines personnes qui détestent ce type de rendu, et il y en a d'autres qui trouvent ça génial. Donc avoir le choix d'accentuer plus ou moins ce filtre, c'est plutôt une bonne chose. Puisque si on prend l'exemple justement de Deathloop, on voit par exemple que le DLSS ici au niveau du sharpening, c'est un petit peu too much, et ça se voit sur le piqué de l'image, et c'est aussi ça qui accentue un petit peu les grains comme sur les ombres, c'est ce qu'on voit ici. Un réglage moins haut aurait permis d'avoir un meilleur rendu final, et c'est peut-être aussi pour ça qu'AMD a choisi ce titre-là pour son comparatif. Donc bref, vous l'aurez compris, ce FSR 2.0 c'est une attaque directe au DLSS d'NVIDIA,
Et AMD a tout intérêt à faire en sorte que ce FSR 2.0 arrive le plus vite possible, et même avant les futures générations de GPU. Puisqu'actuellement, le DLSS, c'est très certainement la feature la plus importante dans l'offre GeForce actuelle. Je dirais même encore plus que les performances en ray tracing, qui sont certes supérieures aux cartes d'AMD, mais qui seront très certainement assez vite dépassées également sur ce terrain-là. Et AMD n'a même pas vraiment besoin d'offrir quelque chose de aussi qualitatif que le DLSS pour imposer ce futur FSR, il a juste besoin d'être assez compétitif, puisque son ouverture totale lui permet de toucher beaucoup plus de monde. Et on va dire que si ce FSR 2.0 fait 90% du boulot par rapport au DLSS, et bien en fait c'est déjà gagné, il n'a même pas besoin d'être meilleur. Et c'est très similaire à ce qu'on a déjà vu par le passé, avec le G-Sync, avec le FreeSync, avec le Physics, enfin ce genre de choses. À chaque fois, quand une solution plus ouverte arrive qui fait quasiment la même chose, ou pratiquement aussi bien, eh bien c'est la solution la plus ouverte qui finit par l'emporter. Parce que bon, dire que le DLSS a absolument besoin des Tensor Core pour fonctionner, ça sent quand même le bullshit marketing à planer. Je suis quasiment sûr à 100% qu'on aurait pu avoir une version un petit peu différente qui fonctionne sur des GPU un petit peu plus anciens, mais encore une fois, si ça avait fonctionné par exemple sur le GTX 1000, ça voulait aussi dire que ça aurait pu fonctionner sur les cartes des concurrents, et ça pour Nvidia, c'était pas vraiment entendable, puisque c'était clairement un avantage pour ces nouveaux GPU. Parce que bon, j'aime beaucoup le DLSS, c'est une super technologie, c'est très certainement celle qui nous permet d'avoir des concurrents maintenant, mais si justement les concurrents arrivent avec une technologie similaire, qui donne le même type de gain, avec une qualité d'image assez proche, et même si elle est légèrement inférieure, ou même avec des gains en performance moins intéressants, moi personnellement, si j'ai encore une 1060 ou une 1080 Ti, je dis merci bien les concurrents, mais Nvidia aurait pu le faire lui-même. Et pendant la GDC, on a aussi eu Intel qui nous a un petit peu parlé de son XeSS, et en gros, ça ressemble beaucoup à ce futur FSR 2.0 et au DLSS aussi. Ce qu'on a appris ici, c'est qu'ils ont aussi un très bon algorithme de sharpening. Ils disent qu'ils ont plusieurs technologies pour amoindrir le ghosting, mais aussi les différents artefacts, comme le shimmering, ces petits effets de reflet, et le XeSS remplacerait lui aussi le temporal anti-aliasing, tout comme le FSR 2.0, et aussi le DLSS d'NVIDIA. Puisque un des plus gros problèmes quand on fait de l'upscaling avec des jeux qui ont un temporal anti-aliasing, c'est généralement ça qui impacte le plus la qualité finale de l'image. Si le temporal anti-aliasing est un petit peu dégueulasse dans le jeu, l'image finale après upscaling est généralement pas géniale. Donc le gros avantage de remplacer ce temporal anti-aliasing par la solution maison, ça permet généralement d'avoir une meilleure image en bout de course, tout simplement. Alors après, Intel a aussi parlé de son implémentation du ray tracing dans ses GPU, qui est apparemment très bonne et un cran au-dessus des implémentations actuelles d'NVIDIA ou d'AMD. Alors après, comme on n'a rien pour vérifier ça en pratique, c'est cool, mais on n'a toujours pas le matériel Intel, on aimerait bien avoir les GPU justement, il est peut-être temps de les sortir, puisque c'est très bien d'arriver avec une meilleure implémentation du ray tracing que les concurrents, par rapport à leurs anciennes générations, mais il faut pas oublier que justement, ce sont les anciennes générations, et que ce soit AMD ou Nvidia, les futures générations, elles arrivent bientôt. Moi, personnellement, je trouve que quand même là, ça fait quand même un petit peu tard, mais bon, on attend, on verra bien. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, principalement pour ce qui était upscaling. Alors je sais que c'est une vidéo qui intéressera peut-être pas tout le monde, mais au moins ça permet d'être un petit peu au clair avec ce que proposera AMD incessamment sous peu. J'espère qu'il y a des infos intéressantes pour vous dans le lot. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, ça m'aide concrètement. Et on se retrouve très rapidement pour le reste des infos qu'on a pu voir à cette GDC. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!